Coach hollandais, je vous emmène découvrir un ami, un musicien, un type que j'aime beaucoup, avec qui je travaille depuis 20 ans. Il s'appelle Nicolas Saran. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Comment vas-tu? Ça va. Avec le beau temps en plus. Depuis le temps. Regarde-moi ça. Incroyable. Incroyable. On y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Nico, on se connaît depuis 20 ans. Et Déjà. Ah oui, 20 ans déjà. Et j'aimerais que tu expliques aux jeunes musiciens ton parcours musical. Et forcément, parce que comme tu touches à tout et que tu fais tout bien, tu as forcément des influences. Il y a forcément des gens qui t'ont plu plutôt que d'autres. Et c'est ça qui t'a donné l'énergie et en fait la synthèse que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Mon histoire musicale, finalement, elle commence vers l'âge de 9 ans, je pense, où je rentre dans une école de musique, vraiment pour apprendre le solfège, et puis ensuite choisir mon premier instrument. Du coup, j'avais choisi le saxophone, donc j'ai choisi le saxophone, j'ai joué du saxophone, j'ai appris cet instrument, je suis allé au conservatoire, je suis allé dans des écoles spécialisées. Et d'ailleurs, 2 minutes, je te coupe, oui. Mais tu jouais quoi? Alto, ténor, soprane ou les trois? Alors au départ, je jouais de l'alto, après je me suis mis au ténor. Avec le conservatoire, j'étais obligé de rester avec l'alto, puisqu'au conservatoire, on apprend le saxophone avec l'alto. Et ensuite, j'ai continué mon parcours au ténor. Ensuite, je suis rentré dans mes premiers orchestres de bal, j'avais 13 ans. Et je faisais des tournées dans tous les villages. Donc c'était super. C'était dans les années 80. Pour moi, c'était génial de me retrouver dans ce genre de contexte. Un ado de 13 ans qui joue dans les orchestres avec 6 cuivres, batterie, basse, tout ça, c'était un peu génial. Et donc j'ai suivi mon parcours comme ça toute l'adolescence, jusqu'à l'âge de 18 ans, où là j'ai vraiment commencé à en avoir marre de ce système d'orchestre de bal, qui faisait de la reprise pour faire de la reprise. Moi je voulais devenir créatif, faire des choses. Le problème c'est qu'à partir de l'âge de 18 ans, j'étais passé professionnel, donc je jouais de cet instrument dans les orchestres. C'est compliqué de quitter les orchestres quand on est dans ce système. Du coup, j'ai dit tiens, je vais apprendre cet instrument qui m'a toujours attiré, mais sans jamais avoir pu l'apprendre, parce que d'abord c'est un instrument compliqué, c'est un instrument gros, c'est un instrument qui fait du bruit, on habite en général rarement à l'endroit où il faut pour apprendre cet instrument sans casser les pieds à tout le monde et les oreilles. Donc je me suis mis à la batterie. Un rebelle. Un rebelle. Je me suis mis à cet instrument qu'on appelle la batterie. Et donc j'ai commencé à travailler ça tranquillement dans mon coin, en autodidacte. Alors je suis un faux autodidacte parce que derrière j'ai tout un tas d'années de pratique de musique, de lecture de musique, etc. etc. Donc j'ai pu attraper des méthodes et me faire avec. Et d'ailleurs je suis un batteur gaucher qui joue comme un droitier, c'est-à-dire je joue comme un vrai droitier, mais je suis un vrai gaucher parce que justement j'ai appris l'instrument en regardant les autres faire, ils étaient dans ce sens. Et donc je me suis mis dans le même sens, parce que les batteurs gauchers, normalement, ils jouent dans l'autre sens. Bien sûr. Et donc du coup, j'ai développé une espèce de façon de jouer un peu spéciale, parce que j'ai une main gauche de gaucher, mais j'ai aussi une main droite de droitier. C'est un peu particulier. Enfin, les gens qui connaissent bien la batterie savent ce dont je parle. Et donc j'ai commencé à apprendre cet instrument, et très rapidement, il s'est trouvé que j'avais vraiment des facilités pour jouer de cet instrument, bien plus que le saxophone finalement. Après je suis rentré dans mes premiers groupes assez rapidement, au bout d'un an. Quelle sorte de musique? Alors au départ c'était du métal, je faisais du métal. Du coup j'ai appris à jouer de la double grosse caisse dans ces groupes-là. Après plein d'autres styles de musique, de la funk. Je me suis aperçu que je jouais très très bien cette musique. Et j'avais les vitesses des morceaux
parce que toute ma petite enfance, quand j'avais entre 6 et 8 ans, ma mère écoutait beaucoup les Bee Gees, Gloria Gaynor, toute la disco-funk de la fin des années 70, 78, 79, George Benson, tout ça. Et donc sans jamais avoir travaillé ce style, finalement, je me suis aperçu que j'avais bien l'empreinte du rythme en question, qui était en fait quelque chose qui était au fond de moi, qui n'était jamais sorti. Donc j'ai beaucoup joué ces musiques-là. Pendant une dizaine d'années, j'ai eu les 2 instruments de front. Je jouais du saxophone, je jouais de la batterie. De la batterie, ça m'a mené aussi à jouer de la percussion. Je me suis beaucoup intéressé à la musique latine, afro-cubaine, des musiques du Brésil, des musiques du Maghreb, et à pratiquer aussi tous les instruments qui allaient avec. Et de l'autre côté, le saxophone, j'ai fait beaucoup de big band, j'ai joué du baryton. À la fin, j'étais au baryton, saxophone baryton, incroyable, un gros saxophone. Hein. Et dans le rôle des big bands, le saxophone baryton, dans le pupitre de sax, c'est quand même le saxophone rythmique par excellence. C'est lui qui plante tous les clous de la section de sax. Donc comme quoi, c'était le rythme m'était prédestiné. À l'âge de 30 ans, j'ai arrêté le saxophone parce que ça me posait problème d'avoir ces 2 instruments, parce que le sax, c'est quand même un instrument qui se rajoute sur un groupe. La batterie, socialement parlant, n'a pas du tout le même rôle. C'est vraiment un socle de fond, c'est un ancrage, un distributeur d'énergie. Donc rien à voir avec le rôle du saxophoniste. Et moi, de mon tempérament personnel, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, être là pour donner l'énergie, distribuer l'énergie, parce que la batterie a ce pouvoir de pouvoir distribuer l'énergie à qui en a besoin. Donc en fait, tu as choisi la terre, en fait. C'est ça. C'est ça. Et j'ai un jeu de batterie qui est absolument à 30 km sous la terre. Je sais que tu n'aimes pas parler de ça parce qu'il y a plusieurs, tu es assez autodidacte, mais est-ce qu'il y a des batteurs, est-ce qu'il y a des batteurs qui t'ont influencé, qui ont influencé ton jeu Oui. Ah oui, quand j'étais... les premiers batteurs qui m'ont dit « Tiens, c'est un instrument que j'aime bien », si je pouvais en citer 2, là, ce serait Phil Rudd, le batteur d'ACDC, qui lui, je pense qu'il m'a vraiment mis derrière une batterie. Voilà. À jouer quand j'étais ado, quand même quand je jouais que du saxophone, avec des aiguilles à tricoter sur des coussins, à tout exploser, à tordre les aiguilles à tricoter, etc. Phil Rudd et Frank Beard, le batteur de ZZ Top à l'époque. Voilà, ça c'était vraiment 2 groupes que j'écoutais en permanence. On est dans les débuts des années 80. J'écoutais ZZ Top, AC/DC, un peu de façon obsessionnelle. J'ai beaucoup écouté les Stray Cats aussi à ces époques-là. Donc j'adorais Slim Jim Phantom. Après, il y a un ami de la famille qui un jour me dit « Tiens, j'ai un disque qui ne passe plus sur ma platine. » Un disque vinyle donc, parce qu'il était trop gros. C'était des vinyles très épais de la fin des années 60, pardon, et il passait pas sur sa nouvelle platine vinyle qu'il avait achetée à l'époque. Et donc il avait racheté cette épreuve vinyle, et donc il m'avait passé ce vinyle qui était l'album 2 de Led Zeppelin. Et là, John Bonham. Sur le coup, j'aimais pas du tout. Il m'a fallu un petit moment pour aimer cette musique, et puis après j'y suis rentré tellement dedans que après bon, je me suis mis à toute la musique de ces années-là. Du coup, ce disque m'a parachuté chez Purple, m'a parachuté chez les Floyd, chez Yes, tous les groupes de rock progressif de la fin 60, années 70. Ça m'a amené sur du Alex Van Halen, ça m'a amené donc sur du Ian Page et du Purple, John Bonham.
ça fait 20 ans qu'on se connaît, on a commencé à travailler ensemble en 2000, on a fait un album pour Universal, Coloris Cocola, et je sais que parmi les chansons de cet album, il y a une chanson qui s'appelle Le Loup. On était en plein travail au studio, et puis tout à coup, tu as eu une idée incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, on me pose la question, comment vous avez enregistré la grosse caisse de ce titre? Est-ce que tu veux bien raconter cette anecdote aux gens de la plateforme? Alors, ce morceau est arrivé, donc c'est un morceau country, avec un rythme très simple comme ça, mais alors du coup, moi je cherchais un son un peu fanfare, avec des grosses caisses très grosses, très baveuses, des caisses un peu détendues, tout ça. Mais la batterie que j'avais à l'époque n'avait pas du tout ce son-là, avait des sons très secs, des grosses caisses faisaient ouf, et les caisses claires faisaient paf, et terminé. Donc là, il fallait quelque chose de large, de généreux. Et comme j'avais pas ça sous la main, je me suis mis à taper partout dans le studio, sur les murs, dans les placards. Et puis d'un coup, dans les couloirs du studio, j'ai trouvé une armoire en fer de stockage de bandes. Et d'un coup, je tape avec le son de cette armoire en fer, qui était une grande armoire. Et boum, boum. Donc cette espèce de son ultra résonnant. J'ai dit, elle est là, la grosse caisse. Et donc j'ai fait arriver tous les micros dans le couloir. Il a fallu sortir tout beau. À l'époque, on était donc avec quand même des studios assez lourds. C'est pas des petits laptops, des petits ordinateurs portables. Donc c'est tout de suite, il faut sortir les magnétos, les micros. Voilà, donc c'était assez rigolo. Je les ai fait déménager. On avait passé une après-midi assez drôle pour enregistrer tout ça, pour taper avec le poing sur une armoire. Est-ce que tu te souviens de cet ingé son, le nom de cet ingé son? Oui, Jean-Dominique Grossard. Surnommé John Doe. Ouais, John Doe ou Jean Doe. Non mais j'adore cette anecdote parce que ça montre à quel point, et c'est pour ça que moi j'apprécie ton travail, ça montre à quel point où tu t'arrêtes pas à un schéma normal. C'est-à-dire que tu prends toujours des sentiers battus, tu prends des chemins de traverse. Et en fait, on a l'impression que tout est musique finalement. C'est-à-dire qu'avec ça, on pourrait faire un rythme. Absolument. Avec tes mains, tu pourrais faire un rythme. Oui. Et moi, c'est ce que j'apprécie, dans ta démarche. Et c'est absolument pour ça que je voulais que tu racontes cette anecdote aux jeunes de cette plateforme.